Imagine une vie où chaque journée a un sens, où chacune de tes pensées, de tes actions et de tes décisions vont dans la même direction, avec clarté et intention. Ça paraît difficile, non? Pourtant, les stoïciens savaient que sans ordre, sans structure, la vie finit toujours par se désagréger. Sans plan, chaque problème te dépasse, chaque distraction t'emporte et chaque émotion te contrôle. Ce n'est pas un hasard si les grands philosophes plaçaient la discipline et l'organisation au cœur de la sagesse. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 leçons essentielles du stoïcisme pour t'aider à reprendre le contrôle total de ta vie. Si tu mets en pratique ces principes, tu ne te sentiras plus perdu, tu construiras une existence solide et paisible. Mais avant de commencer, fais un pas symbolique. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je m'engage à mettre de l'ordre dans ma vie ». Parce que le changement commence toujours par une décision. Et si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Première leçon, réveille-toi. Ta vie ne va pas se remettre en ordre toute seule. C'est une vérité que beaucoup préfèrent fuir, tant que la douleur reste supportable, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. On nous a appris à attendre, à espérer qu'une personne, un événement ou une opportunité viendra nous sauver. Mais personne ne viendra. Il n'y a ni mentor, ni ami, ni patron capable de faire à ta place ce que toi seul dois accomplir. Le désordre que tu ressens, en toi et autour de toi, n'est pas une fatalité. C'est le résultat de chaque décision que tu as évitée, de chaque conversation inconfortable que tu as repoussée, de chaque habitude toxique que tu as laissé s'installer. Tant que tu refuseras de reconnaître ta responsabilité, tu resteras prisonnier. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence logique. Le chaos extérieur, dettes, désorganisation, relations malsaines, fatigue, manque de direction, n'est que le reflet du chaos intérieur. Et le plus dangereux, ce n'est pas ce désordre, c'est la manière dont tu t'y habitues. Tu finis par te dire « je suis comme ça, ma vie est comme ça ». C'est le piège le plus destructeur. Croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y en a une, assumer la responsabilité totale de ta vie. Pas à moitié, entièrement. Oui, cela peut être douloureux, mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es à l'origine de ton désordre, alors tu as aussi le pouvoir de le transformer. Marc Aurèle l'avait compris. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cette qualité dépend du niveau de responsabilité que tu es prête à assumer. Arrête de blâmer tes parents, ton passé, le système, ton ex, ou même l'algorithme. Le jour où tu cesseras de pointer du doigt à l'extérieur pour regarder en toi, ce jour-là, tu reprendras ton pouvoir. Observe les signes du chaos. Tu procrastines, tu t'entoures de gens qui ne t'élèvent pas, tu te plains plus que tu ne remercies, tu réagis au lieu d'agir, tu te sens fatigué sans raison. Tout cela, c'est ton âme qui te parle. Et souvent, tu l'étouffes avec des distractions, des écrans, de la nourriture ou des excuses. Mais la vérité, c'est que ta vie ne changera pas tant que toi. Tu ne changeras pas. Épictète disait « Nous ne contrôlons pas les événements, seulement la manière d'y répondre. » Alors, que choisis-tu? Réagir comme une victime ou agir comme le protagoniste de ta propre histoire? Car dès que tu fais ce premier pas, tout commence à changer. Pas parce que le monde devient plus simple, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Aujourd'hui, regarde-toi en face. Arrête de te mentir. Fais ce que tu sais devoir faire. Tu n'as pas besoin d'attendre la motivation. Tu as juste besoin d'en avoir assez de rester le même. Réveille-toi. Ta vie ne va pas s'organiser toute seule. Lève-toi et prends le contrôle. Chaque décision compte. Chaque tâche, chaque choix, chaque oui ou non que tu prononces façonne la personne que tu deviens. Si tu ne structures pas ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ton patron, tes réseaux, tes peurs. Le temps, contrairement à l'argent, ne se récupère jamais. On glorifie le fait d'être débordé, de courir partout, d'être occupé. Mais être occupé ne veut pas dire être productif. Beaucoup de gens travaillent sans relâche, sans jamais avancer, parce qu'ils agissent sans clarté, sans intention. Leurs journées se remplissent d'urgence plutôt que d'importance. Et les années passent, laissant derrière elles une impression d'agitation, mais pas d'accomplissement. Marc Aurèle nous rappelait « N'agis pas comme si tu devais vivre 1000 ans. Sois bon envers toi-même, ici et maintenant. » Et être bon envers toi-même, c'est respecter ton temps. Ton agenda doit refléter tes priorités profondes. Si tu ne planifies pas, tu subiras ta journée. Dès ton réveil, si ton premier réflexe est ton téléphone, tu offres ton attention au monde au lieu de la garder pour toi. Alors demande-toi, à quoi ressemblerait ma journée si je me respectais vraiment? Si tu considérais ton temps, ton énergie, tes rêves à leur juste valeur, à quoi dirais-tu oui? Et à quoi dirais-tu non? Planifier, ce n'est pas remplir ton agenda à ras-bord. C'est choisir consciemment.
Supprimer sans culpabilité ce qui ne te sert pas. Parfois, être productif, c'est simplement savoir ce que tu ne feras pas. Protège des moments pour réfléchir, créer, te ressourcer. Ce sont des espaces sacrés. Car ce qui n'est pas inscrit à ton agenda n'existe pas dans ta vie. Et apprendre à dire non, c'est apprendre à te respecter. Chaque non dit depuis la conscience est un oui à ta paix. Épictète disait que la liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, mais ne pas être esclave des désirs des autres. Si tu ne défends pas ton temps, personne ne le fera. Ta vie est faite d'heures, et chaque heure est une décision. Si tu ne décides pas, d'autres le feront pour toi. Ton emploi du temps, c'est ton âme découpée en minutes. Chaque engagement est une promesse. Chaque jour sans intention est un jour perdu. Et si tu es prêt à arrêter de réagir pour enfin créer, écris en commentaire. Aujourd'hui, je deviens l'architecte de mon temps. Enfin, souviens-toi de cette troisième leçon, tes rituels façonnent ta vie. Les 30 premières minutes du matin et les 30 dernières du soir déterminent ton équilibre mental. Ce ne sont pas des détails, mais des fondations. Ce que tu fais au réveil est une déclaration. Si tu saisis ton téléphone dès l'ouverture des yeux, tu cèdes le contrôle. Et le soir, si tu termines ta journée dans la distraction et la comparaison, tu n'apaises pas ton esprit, tu le fuis. Les stoïciens commençaient chaque journée avec une intention claire. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il était né pour agir avec vertu, pas pour céder au confort. Toi aussi, tu peux reprendre la main sur ton temps et ton esprit. Tout commence par là. Ritualise tes débuts et tes fins de journée. C'est ainsi que tu redeviens maître de ta vie. Il ne s'agit pas de calquer une routine parfaite issue d'un livre, mais de concevoir tes propres rituels, en accord avec tes aspirations. Ce que tu veux cultiver peut prendre plusieurs formes. Peut-être écriras-tu tes pensées avant que le tumulte du monde ne vienne les étouffer? Peut-être liras-tu quelque chose qui enrichisse ton esprit? Respireras-tu en silence? Étireras-tu ton corps dans le respect? Ou simplement regarderas-tu par la fenêtre pour te souvenir que tu es vivant? Le soir, tu peux avoir besoin de mettre par écrit ce que tu as appris, de remercier pour ce qui s'est passé, ou simplement d'observer tes ressentis sans jugement. Clore ta journée avec intention, comme on baisse le rideau, en sachant qu'il y aura une nouvelle représentation le lendemain. Ce genre de rituel ne se contente pas d'apaiser l'esprit. Il forme le cerveau à trouver l'ordre au milieu du chaos. Le problème, c'est que nous avons sous-estimé le poids du quotidien. Nous pensons qu'il faut une révélation ou un bouleversement monumental pour changer de vie, alors qu'en réalité, ce sont les petits gestes répétés avec conscience qui la façonnent. Les premières et dernières décisions de la journée ont un effet domino. Si tu commences dans le désordre, tout le reste sera entraîné par le désordre. Ton environnement reflète ton esprit. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est un fait que tu peux vérifier immédiatement. Regarde autour de toi, ton bureau, ta chambre, ta cuisine, ta voiture. Que vois-tu? Du désordre, du bric-à-brac, des objets éparpillés depuis des jours, des semaines, voire des mois. Rien de tout cela n'est anodin. C'est le prolongement visible de ce qui se passe en toi. Même si tu essaies de te convaincre que ta créativité a besoin de ce chaos, ou que tu rangeras quand tu auras le temps, la vérité, c'est que ce désordre extérieur nourrit ton désordre intérieur. Chaque objet hors de sa place, chaque coin négligé, chaque espace en attente d'une décision indéfiniment reportée épuise ta force vitale. Insidieusement, tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais tu le ressens. Un manque de clarté, une forme d'anxiété diffuse, de la fatigue sans motif apparent. Ton environnement sabote ton équilibre émotionnel. Et si tu ne t'en occupes pas, tu demeureras coincé. Le désordre n'est pas qu'un souci esthétique, c'est un problème mental. L'accumulation matérielle est souvent une forme d'évitement. Tu conserves des objets au cas où, des vêtements que tu ne portes plus, des papiers, des souvenirs qui prennent de la place sans rien t'apporter. Sans t'en rendre compte, tu répètes le même schéma dans tes émotions, tes pensées et tes relations. Tu repousses des décisions, tu accumules des tâches en suspens, tu entretiens des liens qui n'ont plus de sens depuis longtemps. Marc Aurèle disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Or, comment avoir des pensées limpides si ton environnement crie la confusion? Tu dois prendre les choses en main, non avec rigidité, mais avec lucidité. Les approches minimalistes ne sont pas une simple mode, ce sont des outils pratiques pour retrouver ton attention. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de ne conserver que ce qui compte vraiment. Le premier pas est simple mais puissant. Choisis un petit espace, ton bureau, ton sac ou un tiroir, et débarrasse-le avec intention. Pour chaque objet, demande-toi, cet objet m'apporte-t-il une réelle valeur ou occupe-t-il simplement de l'espace? En ai-je réellement besoin? Ou est-ce que je le garde par inertie? Fais-le sans culpabilité, avec fermeté, et recommence dans d'autres endroits, un par un. Tu ressentiras un soulagement. Non seulement le lieu sera plus agréable,
mais ton esprit respirera. Organiser ton environnement est une déclaration silencieuse. Tu te prends au sérieux. Tu décides de ne plus vivre entouré de brouillard visuel ou mental et de créer les conditions pour concentrer ton énergie sur l'essentiel. Tu veux plus de productivité? Commence par l'ordre. Plus de créativité? Libère de l'espace. Plus de paix? Enlève tout ce qui est superflu. L'esprit a besoin à la fois de structure et de liberté. Un lieu bien rangé n'est pas synonyme de rigidité, mais de fonctionnalité. Un espace qui te rappelle tes priorités. Il ne doit pas être parfait, mais porteur d'un but. Et cette démarche ne se limite pas au plan physique. Tu dois aussi mettre de l'ordre dans ton environnement émotionnel. Les gens qui n'apparaissent que pour se plaindre, les habitudes qui sabotent ta discipline, les routines que tu perpétues par habitude. Tout cela occupe également de l'espace, parfois du plus précieux. Tu ne peux pas avancer si tu es entouré de relations sans réciprocité, si tu te nourris quotidiennement d'habitudes qui t'éloignent de ta meilleure version, si tu tolères des schémas dont tu sais qu'ils ne te servent plus. La clé consiste à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Ton environnement dépend de toi, tes choix également. Et en ordonnant ton monde extérieur, tu as déjà pris une décision concrète en faveur de ton ordre intérieur. Planifier ou périr. Cela peut sembler dramatique, mais c'est une vérité. Sans planification à long terme, tu es condamné à passer ta vie à éteindre des incendies sans comprendre pourquoi ils se déclarent. Et le pire, c'est que tu as l'impression d'être en mouvement alors qu'en réalité, tu n'avances pas. Tu fais, mais rien ne change. Tu es fatigué sans te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune direction. Parce que tu confonds l'urgent et l'important. Parce que tu réagis au lieu de concevoir. Et c'est justement la conception, la vision, la réflexion stratégique qui transforme une vie agitée en vie pleine de sens. Penser à long terme ne signifie pas renoncer au présent. C'est ce qui lui donne justement du sens. Chaque décision d'aujourd'hui construit ou détruit la personne que tu seras demain. Épictète le résumait clairement, ne te laisse pas emporter par la situation, réfléchis aux conséquences. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'immédiateté. La gratification instantanée est devenue la norme et la planification, un effort méprisé. C'est ainsi qu'on confond activité et progrès. On se focalise sur la semaine en cours, sans jamais contempler l'année ni même la décennie. Ton « toi du futur » n'a pas besoin que tu sois parfait aujourd'hui. Il a besoin que tu te mettes en route, que tu réfléchisses, que tu fasses des choix avec intention. Avoir une visée stratégique n'est pas réservé aux PDG ou aux leaders, mais à tous ceux qui refusent de gaspiller leur vie. C'est s'asseoir avec soi-même et se demander « Qu'est-ce que je veux réaliser cette année ? Quel serait un vrai pas en avant ? À quoi ressemble pour moi une vie bien vécue ?» Puis, une fois le cap fixé, tu le traduis en étapes concrètes. Les grands objectifs ne s'atteignent pas par la seule volonté, mais par la structure. Les objectifs annuels ne servent à rien si tu ne les transformes pas en actions mensuelles. Et ces objectifs mensuels n'ont de sens que s'ils deviennent des tâches hebdomadaires. Celui qui néglige ce travail se retrouve coincé entre l'anxiété du désir et la culpabilité de l'inaction, ce qui le paralyse. Segmenter, structurer, décider. Et surtout, ne le fais pas une fois pour tout oublier juste après. Reviens-y chaque semaine, ajuste, recalibre. Ne vis plus ta vie en mode improvisation, comme si ton temps n'avait pas de valeur. Marc Aurèle, au milieu des guerres et de ses responsabilités impériales, trouvait le temps d'écrire, de réfléchir, de prévoir. Pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? La planification ne te donne pas seulement une direction, elle te procure la paix. Elle réduit le bruit, t'évite de courir sans savoir pourquoi. Plus important encore, elle te rappelle que tu n'es pas à la merci du chaos. Penser sur le long terme, c'est aussi renoncer à certaines choses. Tu ne peux pas tout faire, ni dire oui à chaque opportunité. Ton énergie est limitée, et si tout est important, alors plus rien ne l'est. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose sans réfléchir, tu dis non à ce qui pourrait réellement changer ta vie. L'art de planifier, c'est aussi l'art de hiérarchiser, et cela exige du courage. Le courage de décevoir les attentes des autres pour honorer ta vision intérieure. Ne confonds pas mouvement et progrès. Être occupé ne signifie pas avancer. Seul celui qui planifie, évalue et rectifie peut affirmer « Aujourd'hui, je suis plus avancé qu'hier ». Le reste n'est qu'une illusion de progrès, un épuisement sans lendemain. Planifie ou péris. Pas parce que tout se déroulera comme prévu, mais parce que sans plan, tu deviens un satellite tournant autour de l'urgence et du trivial. Si tu es prêt à cesser d'improviser pour commencer à construire ta vie avec vision, alors dis-toi, à partir d'aujourd'hui, mon futur a un plan. Ce sera ta première étape pour arrêter de survivre et commencer à diriger ton existence. Ce que tu consommes influence ta pensée.
Ce n'est pas une passade ni un joli concept de productivité, c'est une nécessité. Car même si tu ne t'en rends pas compte, ce que tu absorbes chaque jour avec tes yeux et tes oreilles façonne ton esprit, ton humeur et ta manière de réfléchir. Je ne parle pas seulement de nourriture, mais aussi de ce que tu vois sur les réseaux, de ce que tu entends aux infos, de ce que tu lis, des gens à qui tu parles, de tous ces stimuli que tu laisses entrer sans filtre dans ton système nerveux. Nous vivons à une époque où l'abondance d'informations est un poison. Comme tout poison, il se déguise en plaisir. Tu te sens diverti, informé, connecté, mais peu à peu, tu deviens plus anxieux, plus dispersé, plus dépendant du bruit. Ton esprit ne se repose plus. Tu ne supportes plus le silence, et tu ressens le besoin de combler le moindre vide, par une vidéo, une notification, une opinion. C'est ainsi que tu perds ton bien le plus précieux, ton attention. La dopamine, ce neurotransmetteur lié au plaisir et à la motivation, te fait te sentir bien quand tu obtiens quelque chose, quand tu reçois des likes, ou quand tu fais défiler un fil d'actualité. Mais si tu n'en as pas conscience, tu deviens esclave de stimuli qui t'apportent un plaisir instantané tout en affaiblissant ta concentration. C'est pourquoi tu as besoin d'une diète de dopamine, non pour renoncer à la technologie, mais pour rééduquer ton cerveau à apprécier à nouveau le silence, la lecture profonde, les conversations réelles, ou le travail concentré sans interruption. Tant que ton esprit sera saturé de microstimuli, il sera incapable de se concentrer sur ce qui compte. Demande-toi, ce que je consomme nourrit-il mon esprit ou ne fait-il que le remplir de bruit ? Lire n'est pas la même chose que faire défiler sans fin. Écouter une vraie discussion n'est pas la même chose que se noyer dans un flot d'opinions creuses. Choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit n'est pas la même chose que laisser un algorithme décider pour toi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais l'interprétation que tu en fais ». Or, si ton esprit est encombré d'absurdités, comment pourrais-tu interpréter la vie avec sagesse ? Commence à purifier ton environnement numérique. Nettoie régulièrement ta liste de contacts, tes fils d'actualité. Désabonne-toi des contenus qui n'apportent que plaintes, comparaisons ou drames. Tu n'as pas besoin d'être au courant de tout, ni d'avoir une opinion sur chaque sujet. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de concentration. Tu as besoin de protéger ton attention, la ressource la plus précieuse du XXIe siècle. C'est pour elle que les grandes entreprises se battent. C'est par elle que les réseaux sociaux tentent de te captiver. Et toi, sans t'en apercevoir, tu gaspilles chaque jour des heures de ta vie dans du contenu qui ne t'apporte rien. Un régime mental conscient suppose de fixer des limites, d'avoir des moments sans écran. Désactiver les notifications à certains créneaux. Organiser un cadre qui privilégie le contenu profond plutôt que superficiel. Au début, tu seras nerveux. C'est normal, ton cerveau a été entraîné à l'hyperstimulation. Mais si tu résistes à l'inconfort initial, quelque chose changera. Tu penseras plus clairement, prendras de meilleures décisions, te concentreras plus facilement et tu deviendras plus maître de toi parce que le bruit aura baissé et que ta voix intérieure sera plus audible. Les relations toxiques n'occupent pas d'espace physique, mais elles créent le même désordre mental. Elles ne prennent pas la forme d'une pièce en désordre, mais induisent les mêmes effets dans ton esprit. Confusion, épuisement, manque de clarté. Ce sont des liens qui passent pour normaux, voire nécessaires, mais qui jour après jour grignotent ton énergie, ton estime de toi et ta concentration. Parfois, c'est un ami d'enfance, un membre de la famille, un partenaire ou un collègue, des gens à qui tu consacres du temps, mais pas dans un but de croissance partagée. Ils te maintiennent dans un état de stagnation, non par des cris, mais souvent à coups de micro-messages. La critique constante déguisée en conseil, le sarcasme qui te rabaisse, le besoin émotionnel omniprésent qui te fait te sentir coupable dès lors que tu prends soin de toi. Et le plus dangereux, c'est que souvent tu ne le remarques que trop tard, lorsque tu es déjà complètement épuisé. Une relation toxique ne hurle pas toujours. Parfois, elle chuchote, manipule, prend l'apparence de la fidélité ou de l'engagement. Or, ton corps le sait. Tu ressens l'anxiété avant de voir la personne. Tu ne parviens plus à être toi-même. Chaque rencontre te vide au lieu de te nourrir. Tu commences à modifier ton comportement pour éviter les conflits ou les tensions, pour ne pas faire d'histoire. Ce n'est pas de la connexion, c'est une prison émotionnelle. Marc Aurèle disait « Tu dois protéger ton esprit plus que toute autre chose, car c'est de lui que dépend ta vie. » Entouré de gens qui sèment le doute, l'insécurité ou la culpabilité, ton esprit devient un champ de bataille permanent. Le premier pas est d'identifier ces liens, non pas en les jugeant, mais avec lucidité. Demande-toi, est-ce que je me sens plus léger ou plus alourdi après avoir passé du temps avec cette personne ? Puis-je m'exprimer librement ou dois-je constamment faire attention à mes propos ? Cette personne me pousse-t-elle à grandir ou sabote-t-elle mes efforts au nom d'un soi-disant réalisme ? Les réponses ne sont pas toujours confortables, mais elles sont indispensables. Car tant que tu fréquenteras des relations qui t'éparpillent,
avoir une direction sera impossible. Tu pourras avoir une vision claire, d'excellentes habitudes et des plans solides. Si ton entourage n'est pas en phase avec ta croissance, tu finiras bloqué. Il faut fixer des limites radicales. Pas des limites passives ou de longues justifications, mais des limites claires, fermes et si besoin définitives. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde ne peut pas entrer dans ton espace mental et émotionnel. Tu as le droit de choisir avec qui tu partages ton temps, ton énergie, ta vulnérabilité. Épictète le disait avec sagesse. Ne laisse pas n'importe qui entrer par la porte de ton jugement conscient. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de ta santé mentale. C'est de l'amour-propre. C'est comprendre que ta paix vaut plus que tout lien fondé sur l'habitude ou le passé. Il ne suffit pas d'éliminer ce qui est toxique. Il faut cultiver des relations qui t'aident à t'ordonner intérieurement. Des gens qui t'élèvent par leur exemple, pas par des mots. Des gens qui ne se définissent pas en rivalisant avec toi, mais qui se réjouissent de tes progrès. Qui te contestent et t'encouragent avec respect, qui t'inspirent sans te mettre la pression, et surtout, qui te permettent d'être plus toi-même, pas moins. Ces relations ne se contentent pas de t'apporter du calme, elles t'apportent une direction claire, car elles t'alignent avec la version de toi que tu veux construire. Apprends à t'entourer de gens qui t'harmonisent, pas de gens qui te dispersent. Parfois, cela implique de passer plus de temps seul, et c'est très bien. Le silence choisi vaut mieux que le tumulte émotionnel d'une relation dysfonctionnelle. Mieux vaut une vraie conversation avec toi-même que des discussions superficielles avec des gens qui ne te comprennent pas. La solitude choisie est bien plus nourrissante que la compagnie qui fait mal. Quand tu nettoies ton environnement émotionnel, ton esprit s'éclaircit, ton corps se détend, et ta vie se réorganise de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu es prêt à cesser de tolérer les relations qui ne t'honorent pas, choisis consciemment de t'entourer de personnes qui t'alignent. Ce sera ton premier pas vers l'harmonie émotionnelle, et ton bien-être t'en remerciera. Ton corps, c'est aussi de l'organisation. Ce n'est pas un simple véhicule, c'est ton premier environnement, l'espace où tout ce que tu rêves, penses et ressens prend forme. Le négliger est une erreur qui, tôt ou tard, te coûtera cher. L'état de ton corps conditionne ta clarté mentale, ton énergie, ta concentration et ton équilibre émotionnel. Comment espérer de la sérénité si ton corps est exténué et déconnecté de toi? Le lien entre les deux est profond. Quand ton corps bouge, ton esprit se réorganise. Le sport n'a pas pour seule finalité l'apparence ou la santé physique. C'est un outil quotidien de nettoyage mental. Chaque fois que tu bouges, tu purges les tensions, tu oxygènes ton cerveau, tu améliores ton humeur. Pas besoin d'être un athlète, il suffit de bouger chaque jour avec constance. Le mouvement quotidien n'est pas un caprice, c'est un acte d'organisation intérieure. Le repos est tout aussi essentiel. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'activité constante, mais la récupération n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans ta clarté. Un esprit saturé n'a pas besoin de plus de café, mais de sommeil. Un corps fatigué n'a pas besoin de motivation, mais de répit. Le repos, le sommeil et les pauses conscientes sont les fondations d'une vie équilibrée, pas des luxes. L'alimentation, elle aussi, est une forme d'organisation. Manger ne concerne pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Les aliments ultra transformés, le sucre raffiné ou l'alcool excessif n'abîment pas que ton apparence. Ils sapent ton énergie et ta clarté. Mieux manger n'est pas une démarche esthétique, c'est une stratégie mentale. Une alimentation consciente, riche et simple, est un acte de respect envers ton potentiel. Ne mange pas pour combler un vide, mange pour nourrir ton énergie et ta lucidité. Ton corps est le récipient de ta vie. S'il n'est pas entretenu, il se détériore. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de cultiver un état corporel qui te soutienne. Un esprit brillant, enfermé dans un corps faible, reste limité. L'ordre commence à la maison, et ton corps est ta première maison. Bouge chaque jour, dors suffisamment, mange intelligemment. Crée un mode de vie qui soutient ta clarté plutôt que de l'épuiser. Quand ton corps va bien, ton esprit a l'espace nécessaire pour mieux penser, mieux décider, mieux créer. Si tu es prêt à traiter ton corps comme ton premier acte d'organisation intérieure, commence dès aujourd'hui. Ton esprit, ton énergie et ton avenir te remercieront.